Déclic, Julie Morel. Bienvenue à toutes et tous. Ce soir, dans Déclic arrêt à Marioupol, les derniers soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se sont rendus. Que vont-ils devenir ? On sait que beaucoup appartiennent au régiment Azov et sont considérés comme des terroristes par la Russie. Hélène Maquet nous retracera le parcours de ces résistants au profil ambigu. Au 84e jour de guerre, nous verrons aussi avec la politologue Aude Merlin comment la stratégie russe évolue au fil des semaines et comment l'opinion publique russe perçoit cette guerre qui dure. En France, Elisabeth Borne a été désignée Première ministre lundi. Son grand dossier prioritaire, le président Macron l'avait annoncé, ce sera la planification écologique. Un concept encore un peu flou et théorique. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Arnaud Reussen a cherché des éléments de réponse. Au cours d'une vie, nous faisons l'amour des milliers de fois. Quels sont les scripts qui nous guident dans l'acte sexuel ? C'est la question qu'a voulu explorer philosophiquement Alexandre Lacroix dans son dernier ouvrage Apprendre à faire l'amour. Le rédac-chef de Philosophie Magazine nous expliquera sa démarche dans un instant. Et puis samedi, ce sera la Belgian Pride à Bruxelles, rassemblement festif et militant pour les LGBTQIA+, un acronyme bien compliqué qui ne veut oublier personne et que l'on décodera avec notre chroniqueuse des mots, Marie Van Kutsen. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque soir, on va explorer l'actualité avec nos chroniqueurs et nos invités. Arnaud Reussen, Hélène Maquet, bonsoir les amis. Bonsoir. J'accueille également Aude Merlin ce soir. Vous êtes politologue, Aude Merlin, spécialiste de la Russie et des pays issus de l'ex-Union soviétique. Vous êtes professeur à l'ULB et votre expertise, évidemment, nous est bien nécessaire en ce moment pour comprendre ce qui se passe sur le terrain de la guerre. Alors avant de vous entendre, Aude Merlin, on va d'abord faire un petit compte-rendu de l'actualité aujourd'hui à Marioupol. L'actu. Nous vivons sans doute un moment clé dans cette guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie. La ville de Marioupol est tombée aux mains de l'armée russe. Après des mois de résistance, la reddition des derniers combattants dans l'usine Azovstal acte la prise de Marioupol. Ville martyre, on l'a beaucoup dit, bombardée depuis le premier jour de guerre, le 24 février. Ville privée d'eau, d'électricité depuis le tout début du mois de mars. Début avril, l'Organisation des Nations Unies avait dit de Marioupol: c'est le centre de l'enfer. Alors Hélène Maquet, d'après le ministère russe de la Défense, 1 millier de combattants ukrainiens ont quitté les souterrains de cette grande usine très étendue en 2 jours. Oui, une interminable file de bus blancs ou bleus dans laquelle viennent s'intercaler des chars d'assaut marqués de ce Z blanc que l'on voit depuis le début de la guerre. C'est une des images fortes de la reddition de l'usine Azovstal. Des centaines de soldats exténués, sales, blessés, emmenés par les forces russes après plus de 80 jours donc passés dans les sous-sols de ce grand complexe industriel. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué en fin de matinée aujourd'hui. En 2 jours, 959 combattants, dont 80 blessés se sont constitués prisonniers, c'est ce que dit le communiqué. Avant de grimper dans les bus, les militaires ukrainiens sont désarmés, fouillés, alors que les blessés sont installés sur des civières de fortune. Où vont-ils, ces bus ? En a-t-on une idée ? Alors c'est un peu toute la question. Toujours d'après ce communiqué du ministère russe de la Défense, les blessés sont emmenés dans un hôpital à Novoazovsk, 50 minutes de bus plus loin, plus à l'est, sur la côte. Que deviendront-ils ensuite ? Aucune indication n'a été donnée quant au sort de ces prisonniers. Les autorités ukrainiennes espèrent un échange de prisonniers de guerre, russes contre ukrainiens. De leur côté, les autorités russes ont indiqué à de nombreuses reprises qu'elles ne considéraient pas au moins une partie d'entre ces militaires comme des soldats, mais comme des combattants néo-nazis. Et le procureur général de Russie a demandé aujourd'hui à la Cour suprême de Russie de désigner le régiment Azov comme organisation terroriste, ce qui ouvre la porte à un traitement de criminels plutôt que de soldats. En effet, donc il y a toute une série des militaires qui étaient retranchés là, qui font partie du régiment Azov, qui défendait Marioupol. Et c'est un régiment controversé qui suscite pas mal de fantasmes. Oui, le bataillon Azov, c'est un des points qui cristallise dans le récit sur cette guerre. Vladimir Poutine
dès son premier discours, souvenez-vous, disait aller dénazifier l'Ukraine, libérer le peuple ukrainien des néo-nazis. C'est notamment du régiment Azov dont il parlait, un groupe paramilitaire d'abord fondé en 2014 par des militants d'extrême droite qui ont d'ailleurs de nombreuses références nazies dans l'iconographie du régiment Azov, et des hooligans fondés en 2014 pour aller libérer le Donbass à l'époque. Le bataillon Azov va d'ailleurs participer à la reprise de Mariupol qui était tombée aux mains des forces russes en juin 2014. Le bataillon Azov va participer avec les forces ukrainiennes à la reprise de Mariupol, ce qui va forger une image plutôt héroïque aux yeux de la population ukrainienne. Et puis, le régiment Azov, il a été intégré dans l'armée régulière, il a attiré des profils plus divers pour devenir une unité d'élite de la garde nationale. D'après le journaliste canadien Michael Colborn, qui travaille notamment pour le média en ligne Bellingcat, et qui vient d'écrire un livre sur le sujet qui vient d'être publié aujourd'hui. Dit-il, une minorité des soldats du bataillon Azov sont portés par des idées d'extrême droite ou néo-nazis. En revanche, dit-il, d'anciens cadres, parmi les fondateurs, ces anciens cadres ont créé un mouvement Azov qui, lui, est politique et qui reste bien ancré à l'extrême droite. Et c'est vrai qu'ici en Europe, on a beaucoup rappelé les origines néo-nazies de ce bataillon Azov, les liens avec l'extrême droite. C'était surtout le cas au début de la guerre. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Oui, on a un peu le sentiment qu'en quelques semaines, le profil de ces soldats a été de moins en moins questionné, ou on en a de moins en moins parlé, d'autant plus que le régiment Azov a fourni énormément d'images pour les médias publiées à travers sa chaîne Telegram, notamment, qui est très suivie. Des images du siège de Mariupol au début de la guerre, filmées par drone. Il n'y avait plus personne qui savait filmer Mariupol, et donc il y a eu beaucoup d'images de drone, et puis des images de photos à l'intérieur de l'usine Azovstal, notamment un jeune soldat qui s'appelle Dmytro Kozatski. Il a 26 ans et il a pris des photos des blessés d'Azovstal, une série de clichés très émouvants d'ailleurs qui ont fait le tour de la presse il y a quelques jours. Lundi soir, sur ce fameux groupe Telegram, cette fameuse chaîne Telegram du groupe Azov, le lieutenant-colonel Denis Prokopenko annonçait dans une vidéo que le bataillon Azov acceptait donc d'obéir aux ordres et de se rendre. C'est l'actuel chef de régiment du bataillon Azov, ce fameux Denis Prokopenko. C'est un homme qui est là depuis le début du bataillon en 2014, même s'il est encore très jeune, il a 31 ans. Il a donc servi avec le noyau historique. C'est un supporter de foot, un ancien ultra du Dynamo Kiev. C'est clairement un ultranationaliste. Alors, au mois de mars, il y a 2 mois, il a été décoré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tout ça a sans doute participé à changer le regard qu'on peut avoir depuis l'Europe sur ce fameux bataillon Azov, dont ce millier de soldats dont on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il va advenir. C'est la grande question, Aude Merlin. Que vont devenir ces soldats, et en particulier ceux qui appartenaient à ce bataillon Azov, et qui appartiennent toujours d'ailleurs à ce bataillon Azov? Parce qu'on sait, c'est là-dessus que s'est cristallisé le discours de Vladimir Poutine dès le début de l'invasion. Alors évidemment, on verra, on ne sait pas, mais ils sont en zone occupée par l'armée russe. Bon. Et on a des témoignages sur ce qui peut se passer en zone occupée par l'armée russe, depuis le 24 février. Et étant donné, effectivement, comme vous l'avez dit, que là, ils représentent vraiment, si je puis dire, le cœur de cible, en termes à la fois rhétorique, mais aussi d'action militaire. Il y a vraiment une très grande crispation côté russe sur précisément ce régiment Azov, parce que ce sont eux, comme vous l'avez très bien rappelé, qui, en 2015, en fait, ont empêché la Russie de prendre Mariupol. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre là d'une revanche, quelque chose de à la fois symbolique et très épidermique. Alors si en plus ils sont donc stigmatisés comme terroristes, définis comme terroristes, on verra ce qui va se passer, mais je ne sais pas du tout de quoi leur avenir sera fait. Ils peuvent être torturés, on ne sait pas, on verra. Mais il y a aussi cette perspective d'échange, ce qui voudrait dire qu'ils deviennent alors des prisonniers, alors qu'en fait, ils quittent Azovstal par le truchement d'un accord qui a été négocié avec, si j'ai bien suivi, le Comité international de la Croix-Rouge. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la façon dont cette reddition a été discutée et obtenue, mais en tout cas, normalement, ils ne sont pas faits prisonniers. Donc c'est là aussi qu'il y a un décalage. Ils vont être échangés, peut-être,
s'ils sortent vivants de cette histoire, je ne sais pas. Vous parlez de négociations. Il y a beaucoup de négociations en ce moment, tous azimuts, notamment aussi avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. On dit que du côté de Vladimir Poutine, en tout cas en coulisses, on pourrait être en train de préparer une porte de sortie. Quel est votre avis là-dessus, Aude Merlin ? On ne peut pas l'exclure. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est effectivement la dimension assez euphémisée des prises de parole, que ce soit de Vladimir Poutine ou, par exemple, le 9 mai. C'est vrai que les observateurs, et on peut dire l'Occident de façon générale, avaient pas mal fantasmé sur ce 9 mai, en imaginant qu'il pourrait y avoir une déclaration de guerre, en bonne et due forme, si l'on peut dire, éventuellement accompagnée d'une mobilisation, ce qui n'était pas nécessairement corrélé, mais c'était un petit peu ce qui avait nourri des projections. Et en fait, ce 9 mai, il a été un petit peu quand même euphémisé. Enfin, c'était quelque chose en demi-teinte. On l'a vu, il n'y a pas eu les démonstrations justement de l'aviation. Vladimir Poutine n'avait pas l'air en très grande forme, etc. Ensuite, la déclaration de candidature à l'OTAN de la Suède et la Finlande n'a pas suscité l'ire de Moscou de façon démonstrative. On a plutôt, là encore, vu une réaction d'un Vladimir Poutine finalement un petit peu en retenue. Qui a dit qu'il y aurait des réactions, mais enfin pas de manière, en effet. Oui, en disant que ça, ça ne mettait pas en danger la Russie, que ce serait beaucoup plus une éventuelle intégration de l'Ukraine à l'OTAN qui serait vraiment la ligne rouge, etc. Ensuite, dernier événement en date qui n'a pas pu arriver de façon totalement fortuite, à mon avis, c'est ce dignitaire militaire, donc certes en retraite, mais Khadarionok, qui sur la chaîne numéro 1, la chaîne d'État russe, a quand même assez clairement, même s'il n'a pas donné de nom, mais a quand même fait un espèce d'exposé sur qu'est-ce qu'une armée motivée, entraînée et qui est capable moralement de se mobiliser pour résister et se défendre face à une armée mal préparée. Donc on voit des signaux. Ce signal-là, avec effectivement la prise de parole et l'interview de Khadarionok, ça c'est quelque chose quand même qui est assez troublant aussi. Est-ce que c'est une sonde ? Est-ce que c'est une préparation du terrain ? Alors en ce qui concerne les négociations et leur substance, là j'ai aucun élément de première main. Tout ça se fait évidemment en coulisses. Ouais. Mais effectivement, il faudra bien à un moment donné que le Kremlin, la Russie, Monsieur Poutine essayent de sortir la tête haute, si on peut dire, puisque c'est toujours ça l'enjeu en fait. C'était l'enjeu aussi pour la deuxième guerre de Tchétchénie. C'est à chaque fois, il va falloir que le Kremlin ait quelque chose à vendre en termes de récit à sa population. Et il peut pas d'un côté avoir fait ces grands discours du 21 février, du 24 février en expliquant que la Russie n'avait soi-disant pas le choix et qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'intervenir massivement pour dénazifier, j'ouvre beaucoup de guillemets, l'Ukraine, et j'en profite justement pour juste faire un écho à votre exposé sur le fait que la traduction politique de ces groupes néo-nazis, elle est égale à 2%. Dans l'arène politique ukrainienne interne. Donc certes, ce sera une question politique que les Ukrainiens, dans leur démocratie, auront à prendre à bras-le-corps. Bieletsky, effectivement, est un néo-nazi, celui qui a conçu le bataillon Azov. Après, comme vous l'avez très bien rappelé, ceux qui rejoignent ce bataillon peuvent être vraiment... Des profils différents. Oui, extrêmement diversifiés. Et donc, en fait, il y aura cette question politique. Mais ce qu'il y a aussi, que je trouve assez intéressant, et j'ai parlé avec un collègue russe il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit que dans l'entourage du Kremlin, en fait, il y avait une espèce de perplexité en ce moment parmi ceux qu'on appelle les polittechnologues, c'est-à-dire les technologues du politique, qui en fait s'aperçoivent que ce mot de dénazification, en fait, ça ne prend pas dans la société russe. Ça ne marche pas. Les gens ne comprennent pas, parce qu'ils savent très bien. Ils ont des cousins, des tantes en Ukraine. Ils disent, mais c'est pas des nazis, nos cousins, nos tantes. C'est des gens normaux. Enfin, donc, en fait, ce mot de dénazification, c'est un flop, en quelque sorte, en termes de mobilisation de la société russe. Et donc, ils sont en train de chercher un nouveau concept pour essayer de mobiliser la société russe. Alors, aujourd'hui, on avait un premier procès au tribunal de Kiev pour crime de guerre, procès d'un soldat russe, Vadim Chichimarin, qui a plaidé coupable. Est-ce que cette configuration vous a surpris, Aude Merlin ?
Alors que l'Ukraine souhaite au plus vite mettre en place la mécanique judiciaire pour juger d'éventuels crimes de guerre commis sur le sol ukrainien, ça ne me surprend pas. Enfin, on voit que la récolte des témoignages, des preuves, etc. est vraiment une entreprise à très grande échelle. Voilà, on voit aussi que la CPI s'est saisie très peu de temps après l'invasion, etc. Pour rappeler les faits, en fait, voilà, c'est un jeune de 21 ans, donc un jeune militaire russe, qui a tué un monsieur ukrainien de 62 ans qui était à bicyclette, un civil, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, monsieur Shelipov. Et en fait, j'ai lu l'interview de la maman de Shishimarin. Et c'est extrêmement La maman du soldat russe. Oui, pardon. Vadim Shishimarin, c'est le soldat russe qui a commis ce meurtre. Ouais. Il a reconnu. Ouais. Et en fait, ça dit énormément de choses déjà. Donc il y a cet empressement de la part de la justice nationale ukrainienne à avancer et à essayer d'avancer le plus vite possible. Et en même temps, sociologiquement, l'interview de cette maman est très éclairante. Enfin, elle confirme énormément de suppositions, d'intuitions ou d'éléments factuels que nous rassemblons petit à petit sur ce Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, elle dit qu'elle, déjà, elle ne savait pas qu'il y avait l'invasion de l'Ukraine parce que, voilà, elle vient d'un milieu rural, en Sibérie, elle ne s'intéresse pas à l'actualité, elle est à la fois dans une méfiance par rapport aux médias qui est quelque chose à la fois de très russe, si je puis dire, et aussi de très soviétique. Enfin, il y a une histoire. Ça, c'est évidemment surprenant, des Très connexions surprenant, totales. Ouais. mais en fait, voilà, elle est, comme beaucoup de Russes, dans une logique de survie, si on peut dire, en termes de protection de son univers privé. Il se trouve qu'en plus, cette dame, bon, elle a perdu son mari en janvier 2020, et son fils, lui, s'est engagé dans l'armée, enfin, a fait son service, puisque, voilà, il a été conscrit, puis après sous contrat, en mai 2020. Et en fait, il lui avait dit, comme de très, très, très nombreux conscrits, il avait dit, maman, si on te dit que je suis en Ukraine, ne crois pas ça, ça sera un mensonge. Donc, en fait, tous ces jeunes garçons qui passent leur temps à surprotéger leur mère pour la rassurer, c'est très typique dans l'armée russe. Enfin, et voilà, pour avoir pas mal étudié ce qui se passait à travers les comités de mères de soldats durant la première guerre de Tchétchénie puis la deuxième, c'est quelque chose d'assez typique. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que, alors, finalement, elle a appris que son fils était fait prisonnier. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Quand elle a su qu'il y avait ce procès, elle s'est dit, mais c'est pas possible que mon fils ait tué. Mais mon fils, c'est un gentil garçon de 21 ans, etc. Enfin, et donc, elle dit, alors on lui a donné l'ordre de tuer. Mais c'est pas possible que lui ait voulu tuer. Enfin, voilà. Et donc, en fait, il y a toute une reconstitution à la fois sociologique sur qui va à l'armée. Parce qu'en fait, on le voit très bien et on le savait avant que l'invasion commence. Aujourd'hui, des gens de milieux très modestes, pour la plupart. Et extrêmement modestes parce qu'ils n'ont pas la possibilité financièrement d'acheter la dispense. C'est-à-dire ce qu'on appelle atkos en russe, c'est effectivement être exempté en ayant acheté un certificat. Donc en gros, médical. quand on a des sous, on est exempté, on doit pas... Oui, globalement, quand même, il n'y a pas beaucoup de Ce sont- jeunes qui veulent aller comme ça, vraiment, comme chair à canon. Et ce sont des gens qui ne sont pas politisés. Bah oui, je pense pas que ce jeune homme, en fait, ait vraiment eu quelque chose de viscéral, anti-ukrainien, pas du tout. Je pense pas. Non. Mais en revanche, ce qu'il a dit, c'est que, ce qu'il a dit dans justement les interrogatoires, c'est qu'on avait envoyé sa colonne très très peu de temps après l'invasion, donc dans la ville de Soumy, parce que Soumy est vraiment à la frontière, donc tout près de la frontière russe, et qu'on avait envoyé sa colonne en premier, qui avait pour mission d'effrayer la population civile, et qu'il aurait reçu l'ordre d'un supérieur hiérarchique, en voyant ce monsieur à bicyclette téléphonant, de tirer sur lui tout de suite, et qu'il a donc lancé une rafale, qu'il a tué immédiatement. Il peut y avoir aussi, en plus, évidemment, la panique des jeunes, le fait d'être très mal préparé, le fait qu'on leur a dit vous allez rencontrer des nazis, voilà, il faut libérer la population. Mais bon, un monsieur de 62 ans à bicyclette, donc je pense qu'il y a une combinatoire de facteurs qui fait qu'il a tiré, mais lui il dit voilà, j'ai reçu l'ordre et on nous avait donné mandat d'effrayer, de terroriser la population civile. Une dernière question, Aude Merlin. Comment est-ce que vous qualifieriez le régime russe aujourd'hui ? Alors, on a beaucoup discuté, régime autoritaire, régime totalitaire. Est-ce que les choses ont évolué depuis le début de la guerre ? Est-ce que le régime qu'on qualifiait plutôt d'autoritaire il y a 2 mois, aujourd'hui, vous le qualifieriez de totalitaire précisément ? Alors, sur votre antenne, il y a quelques jours, il y avait notre collègue russe, Grigori Youdin, qui parlait de transition d'un régime autoritaire vers un régime totalitaire. Et je trouve que c'est assez intéressant comme entrée pour analyser tout ça, parce que, effectivement, formellement, en tout cas, dans la définition de sciences politiques, on ne peut pas dire, ou pas encore, si je puis dire, que le régime russe
russe depuis le 24 février soit un régime totalitaire. Moi, ce que je dis à mes étudiants, un régime totalitaire, c'est la fusion totale entre l'État et la société civile. Il n'y a pas de société civile autonome. Et en Russie, on a encore un tout petit peu. Il y a cet élément-là. Ensuite, il y a un certain nombre de critères, un parti unique, la mobilisation totale de la société, du berceau au tombeau. Et là, en fait, le Kremlin a plutôt intérêt à ce que la société russe soit démobilisée plutôt que mobilisée. Ouais. Ensuite, il y a une idéologie. Là, il n'y a pas vraiment d'idéologie. Donc, vous voyez, un certain nombre d'éléments qui, pour le moment, en tout cas, nous font dire que le régime russe serait totalitaire serait peut-être un petit peu trop empressé. Il faut attendre de pouvoir bien l'analyser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a changé depuis le 24 février et qu'il y a une accélération de la répression, que l'autoritarisme est de plus en plus dur et qu'effectivement, les espaces dévolus à la société civile sont de plus en plus laminés. Donc, effectivement... Et je retiens cet élément. Vous dites, le Kremlin, aujourd'hui, il a intérêt à ce que la société russe ne se mobilise pas, finalement. Et ça, c'est évidemment un élément très intéressant. Merci. Oui, parce qu'il y a plusieurs strates et qu'on sait qu'il y a beaucoup de mécontentement en Russie. Il y a des gens qui sont contre cette opération spéciale militaire. Même s'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de s'exprimer. Merci beaucoup, Aude Merlin, d'être venue ce soir dans le studio de Déclic et nous apporter ces éléments d'analyse. Merci. La première. Déclic. Et dans un tout petit instant, notre invité, philosophe Alexandre Lacroix, qui va nous parler d'amour et de sexe. L'invité. Et on va totalement changer de sujet avec notre invité. Au cours d'une vie, nous faisons l'amour des milliers de fois. Et si nous prenions le temps de réfléchir à nos gestes, à nos habitudes, pour donner à ces moments davantage d'intensité? C'est la proposition que fait Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui publie cet ouvrage, Apprendre à faire l'amour. C'est chez Alary Éditions. Et Alexandre Lacroix est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc un regard philosophique sur l'acte sexuel dans toutes ses dimensions que vous nous proposez. C'est un sujet souvent abordé, mais rarement par les philosophes. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est un acte biologique, en fait, naturel, qu'on est conduit à faire l'amour par notre instinct, nos pulsions, et qu'il y va de la survie de l'espèce. Alors, à ce moment-là, si c'est simplement biologique, la médecine pourrait suffire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de déployer la portée existentielle des moments qu'on passe à faire l'amour, c'est-à-dire de dire tout simplement que ces moments remuent en nous des sensations, mais aussi des émotions, des sentiments, qu'il y va de notre identité, qu'on y joue beaucoup de nous-mêmes et de la relation à l'autre, et qu'on pouvait déployer la signification philosophique de ces moments pour en faire justement quelque chose de beau et de valorisé. Alors, les philosophes de l'Antiquité, dites-vous, Socrate en tête, recherchaient la définition de la vie bonne. C'était la vocation première de la philo que d'offrir des représentations de la vie vraiment dignes d'être vécue.
Vous faites un peu la même démarche. Là, vous tentez une définition de la bonne relation sexuelle, le bon coup, en gros, le coup parfait. C'est ça, c'est un peu une utopie, c'est essayer de construire une description philosophique de ce que serait un rapport sexuel idéal. Alors évidemment, c'est un rapport sexuel qui va réunir de multiples aspects. Alors il y a une trentaine de courts chapitres où je parle des questions de rythme, des conversations qu'on a pendant l'amour, des phases d'immobilité, des changements de position, enfin de plein de choses assez concrètes. Et à chaque fois, j'essaye de montrer ce qu'on peut en dire philosophiquement. Et puis l'idée, c'est que on n'a jamais tous ces aspects réunis dans une relation sexuelle. C'est pour ça qu'on recommence en fait. C'est-à-dire c'est une utopie, mais la pratique est toujours un peu, il manque toujours quelque chose, donc on essaye d'explorer de nouveau. Alors vous êtes très critique par rapport à la vision que nous a laissée Freud de l'acte sexuel, parce que pour Freud c'était quelque chose de très pulsionnel. Vous dites qu'en fait c'est très codifié socialement notre manière de faire l'amour, et c'est ça qui vous intéresse. Et vous dites qu'aujourd'hui le script dominant, c'est d'ailleurs ce que vous appelez le Freud porn, donc c'est la conception de Freud, encouragée, augmentée par les images de pornographie dont on est abreuvé aujourd'hui. Exactement. Et l'idée, c'est de faire comprendre que, en fait, on obéit à des codes socio et culturels quand on fait l'amour. On fait l'amour aujourd'hui en 2022 d'une manière assez différente des Anglais de l'époque victorienne ou des Romains de l'Antiquité. Et on suit des scripts, en fait, des scénarios culturels qu'on échange avec les partenaires, qu'on voit dans les représentations du porno. Alors, le script hégémonique ou le script dominant aujourd'hui, je l'ai appelé le Freud porn. J'invente un néologisme pour dire qu'il puise à la fois dans la psychanalyse, dans l'influence de la psychanalyse et dans l'influence du porno. Côté psychanalyse, Freud a mis en place, dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, en 1905, un schéma qu'il appelle le cycle sexuel. Et le cycle sexuel est, dit-il, complet et sain, normal, quand il y a d'abord les préliminaires, c'est Freud qui invente le mot de préliminaire, puis pénétration avec gradation d'intensité, et puis enfin éjaculation de l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale. C'est très linéaire, c'est très codifié, on sent qu'on va s'ennuyer pas mal, peut-être que l'homme va y prendre du plaisir. Et puis c'est comme si on visait la reproduction systématiquement quand il y a un acte sexuel. Alors voilà, en philosophie on dit que c'est contrefactuel, c'est-à-dire on fait comme si c'était pour faire des enfants. Or, les êtres humains font 192 milliards de fois l'amour par an, estiment les géographes. Ça veut dire que si jamais c'était vraiment pour faire des enfants, l'explosion démographique serait inouïe. Alors, ce cycle sexuel freudien, on peut dire que sa portée a été amplifiée par la littérature de la sexologie qu'il a reprise, et puis ensuite par la pornographie. Et la manière dont on fait l'amour aujourd'hui, on respecte bien ce schéma ou cette prescription freudienne, préliminaire, pénétration de plus en plus rapide, orgasme au moins de l'homme, mais seulement on le fait de manière décomplexée et sportive, donc c'est pour ça que j'appelle ça le Freud porn. Et j'essaye évidemment de proposer des moyens pour en sortir du Freud porn. Et vous dites, tant qu'on est un adepte du Freud porn, souvent involontaire ou inconscient, on avance dans l'acte sexuel comme si on était en voiture et qu'on devait d'abord emprunter quelques petites départementales pittoresques avant de s'engager sur la grande autoroute de la pénétration jusqu'à destination. Mais dans le scénario alternatif que je défends, il est possible, dites-vous, de quitter l'autoroute à tout instant parce qu'on a aperçu une colline ou un village qui valait le détour, et de passer autant de temps que bon nous semble aller visiter sans jamais regarder la montre. En fait, vous voulez vraiment sortir des schémas qui nous sont imposés finalement, qu'on le veuille ou non. Le meilleur moyen de sortir du schéma Freud porn, c'est de casser les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire le début, les préliminaires. Moi, je propose de parler plutôt d'intermède, c'est-à-dire de d'essaimer des caresses, des interruptions, des changements de rythme tout au long de l'acte, et puis peut-être s'interrompre pour prendre un verre, mettre de la musique, aller prendre une douche, je sais pas, discuter, reprendre. Il n'y a aucune obligation. En fait, on n'est pas dans un abattage, on doit pas. Et la deuxième chose qui est importante, c'est arrêter avec cette obligation de résultat. Comme si l'orgasme masculin et l'orgasme féminin étaient l'alpha et l'oméga de la relation sexuelle. Se donner une obligation de résultat, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens appréhendent ou arrivent vers l'acte sexuel avec cette anxiété. Est-ce que je vais jouir? Est-ce que je vais donner du plaisir à l'autre? Est-ce que j'en suis capable? D'ailleurs, c'est la question inquiète qu'on pose juste après. Alors, t'étais bien. En fait, on a envie d'être noté comme un achat Amazon, si vous voulez, d'être noté 2, 3, 4, 5 étoiles. Il faut arrêter avec tout ça. Se dire que l'acte sexuel peut être valorisé pour lui-même, que c'est un plaisir en soi, que c'est une activité qui est comme, je sais pas, prendre un verre avec un ami. Le but, c'est pas de boire un certain nombre de verres. Le but, c'est vraiment ni d'atteindre 1 gramme d'alcool dans le sang. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment. Donc, arrêtons avec cette tyrannie de l'obligation de résultat. Sinon, on va aborder la sexualité exactement comme le monde du travail, avec des process, des protocoles d'action standardisés, optimisés, orientés vers le gain, le profit. Et ça devient terriblement ennuyeux.
Alors, vous l'avez dit, il y a toute une série de courts chapitres où vous abordez, en effet, les préliminaires, les changements de rythme, ce qu'on dit pendant l'amour. Moi, j'ai bien aimé notamment le chapitre sur le rire et le sourire. Vous dites, le sourire convient mieux à l'érotisme que le rire. Oui, c'est-à-dire que le rire, en fait, c'est Bergson qui dit que le rire, dans son ouvrage sur le rire, qui n'est pas du tout désopilant, qui est un ouvrage très sérieux, austère, dit que ce qui fait rire, c'est quand il y a du mécanique plaqué sur du vivant. Alors lui, il pense aux scénettes des films muets, quand quelqu'un tombe dans les escaliers ou se reçoit une tarte à la crème. Ça, c'est drôle pour lui, enfin pour lui. Mais moi, je pense que ça vaut à l'envers. C'est-à-dire que moi, ça me fait pas tellement rire, le mécanique plaqué sur le vivant. Par contre, si quelqu'un rit pendant le sexe, tout d'un coup, on se retrouve soi-même comme un pantin mécanique, on le prend mal, que ce soit le partenaire qui vous rit à la face ou que ce soit, je sais pas, imaginez une orgie où quelqu'un se relèverait d'un canapé et se mettrait à rire, tous les autres se sentiraient tout d'un coup vaguement ridicules, ils prendraient conscience de la situation, en fait ça casserait l'enchantement. Le sourire, c'est le contraire. Dans le sourire, il y a une forme de douceur, il y a quelque chose de délicieux, il y a quelque chose d'encourageant. Le rire peut De l'ordre être... de la complicité. Oui, le rire peut être excluant pour l'autre, comme s'il n'avait pas compris quelque chose, comme si quelque chose lui échappait, là où le sourire crée de la passerelle et de la connivence. C'est donc un regard philosophique sur l'acte sexuel que vous nous proposez, une exploration qui est très intéressante. Merci pour ça, parce que c'est un bouquin que je trouve très original. Ça s'appelle « Apprendre à faire l'amour ». C'est signé Alexandre Lacroix. Merci beaucoup, Alexandre Lacroix, d'être passé ce soir dans notre studio pour nous le présenter. La première. Déclic. Et dans un tout petit instant, la suite du programme, on va s'intéresser à la planification écologique avec Arnaud Reussen ce soir. C'est une des priorités de la nouvelle première ministre française, mais ça consiste en quoi, la planification écologique ? Et à 17h42, on va faire un point sur les routes avec Jean-Marc Strel. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et sur le 42, deux infos. Tout d'abord, un accident impliquant un véhicule qui est sur le toit. Le 42 Mons-Namur à hauteur de Gouy en direction de Namur. Il y a 1 kilomètre de fil. Sur le 42 aussi Namur-Mons à Fleurus. Cette fois, un véhicule a brûlé tout à l'heure. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée. 3 km de fil. C'est en direction de Mons. Sur le RIC de Bruxelles, en extérieur du monde entre Wezembeek-Oppem et Wemmel, 25 minutes perdues. En intérieur entre Berchem, Saint-Agathe et Wemmel, 10 minutes perdues. Sur le 19 vers Valenciennes à hauteur de Vic en France, il y a des contrôles et donc des conséquences. Des fils à Anzy, 40 minutes perdues en direction de la France. Et puis les suites d'un accident sur la 12 envers Bruxelles à hauteur de Wilrijk, c'est en direction de Bruxelles. Et du côté de la météo, Caroline Dossogne, après ces journées chaudes et ensoleillées, on attend les orages. Oui, effectivement, les orages sont prévus dans le courant de la nuit, mais avant cela, on va d'abord terminer la journée calmement, mais sous la chaleur. Et puis, petit à petit, dans la nuit, les nuages deviendront plus nombreux à partir de l'ouest. Et c'est aux alentours de 4-5 heures du matin que les précipitations devraient toucher la Belgique par le littoral. Elles vont petit à petit s'avancer dans les terres, des précipitations sous forme de pluie orageuse. Il fera chaud cette nuit, puisque les minima ne vont pas descendre au-dessous de 16 à 20 degrés. Demain, jeudi, sera une journée assez agitée, avec donc des précipitations qui vont concerner
concerner toutes les régions en fin de matinée. Un risque orageux assez important pour l'après-midi surtout, donc parfois beaucoup de pluie, des rafales de vent, on pourrait aussi avoir de la grêle ou une intense activité électrique. Un orage reste un phénomène potentiellement violent. Et puis en fin de journée, quand même, retour au calme à partir du littoral. On attend demain 19 degrés à Ostende, mais à nouveau ailleurs de 22 jusqu'à 28 degrés. La question du jour. Alors vous le savez sans doute, la France a une nouvelle première ministre. Elle s'appelle Elisabeth Borne. Elle a été désignée ce lundi et elle a été chargée par le président Emmanuel Macron de former un gouvernement. On sait que d'ores et déjà, dans ses priorités de première ministre, il y aura la question de la planification écologique. Alors Arnaud, ça a titillé votre curiosité, ce concept, cette notion de planification écologique. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Eh bien, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de définition claire et reconnue par tout le monde, puisque cette planification, à la fois, elle était réclamée déjà depuis un petit moment par certains experts, elle était aussi défendue durant toute sa campagne par Jean-Luc Mélenchon, et puis elle a été reprise un peu en dernière minute par Emmanuel Macron dans la dernière ligne droite avant l'élection. Entre les deux tours, il avait promis que le prochain ou la prochaine première ministre serait chargé de cette planification écologique, sans qu'on sache précisément ce qu'il entendait précisément par là. Concept un peu flou. Après, planification écologique, on comprend quand même un peu l'idée. Oui, évidemment. Et c'est lié au fait que les Européens, et les Français donc aussi, se sont fixés, vous le savez, un objectif très ambitieux à l'horizon 2050, à savoir arriver à la neutralité carbone. Alors pour rappel, neutralité, ça veut dire que on n'émettra pas 0 gramme de CO2, mais que ce qu'on émettra encore, c'est-à-dire normalement plus grand-chose, devra être compensé, absorbé par des réservoirs naturels et artificiels. C'est toujours intéressant de le rappeler. Et quand je dis que les Européens, de manière générale, se sont fixés des objectifs ambitieux, c'est vraiment très, très, très ambitieux, puisque si on prend le cas de la Belgique, par exemple, le point de référence 1990, c'est une baisse jusqu'à aujourd'hui de 25%. Donc en un peu plus de 30 ans, on a baissé de 25% nos émissions de CO2. Et donc maintenant, on doit aller gagner et voir comment on peut aller gagner les 75% restants dans moins de 30 ans. D'où l'intérêt, évidemment, de voir un peu à long terme. Mais oui, il y a du taf et l'intérêt de planifier précisément. Exactement, c'est ce que disent les experts qui plaident pour cette planification. Ils disent qu'on a besoin d'un rétro-planning, en fait, en quelque sorte. Se dire, voilà à quoi doit ressembler notre société neutre en carbone en 2050 et comment est-ce qu'on fasse le travail pour y arriver, où est-ce qu'on doit être en 2025, en 2030, en 2040, etc. Parce que pour avoir plus d'énergie bas carbone à disposition, par exemple, l'idée des énergies renouvelables notamment, eh bien, il faut anticiper et voir à long terme. C'est le cas pour Elisabeth Borne. On sait déjà que dans sa feuille de route, il y aura l'idée de construire 6 réacteurs nucléaires et 50 parcs éoliens offshore pour avoir de l'énergie qui émet peu de carbone. Mais c'est pas tout. Il va falloir aussi tenir compte d'un autre enjeu important, c'est que d'ici là, notre monde, il va changer. On sait déjà qu'il va se réchauffer d'au moins 1,5 degré avant 2050, sans doute même au-delà. Et donc, non seulement il faut tenir compte de comment on réduit nos émissions, mais aussi se demander comment investir par rapport à un monde qui, en 2050, ne ressemblera plus tout à fait à celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faut anticiper, il faut aussi coordonner, évidemment, parce que ce sont de nombreux efforts qu'il faut faire à tous les niveaux. Oui, et c'est l'autre aspect. Il y a l'enjeu du rétro-planning, comme je disais. Et puis, il y a l'idée que, il faut agir de manière cohérente, coordonnée et transversale. Je vais vous donner 2 exemples qui illustrent très bien ça. Une des idées, par exemple pour Elisabeth Borne, c'est qu'elle devrait envoyer des lettres de cadrage à tous ses ministres. On le fait aujourd'hui déjà pour le budget, en disant pour tel ministère, vous avez autant de moyens. Eh bien là, il y aurait un objectif aussi fixé en matière de carbone à chaque ministère demain. Et puis, il y a l'idée aussi de travailler sur des projets transversaux. Je vous donne un exemple, c'est celui des isolations de logements. Aujourd'hui, si on veut vraiment une politique très ambitieuse d'investissement pour que les logements soient mieux isolés, il faut établir dès maintenant de nouvelles normes.
il faut construire un tissu d'entreprise qui va pouvoir agir et aller isoler les maisons. Ça veut dire qu'il faut des formations aussi pour des travailleurs qui soient spécialisés là-dedans. Ça veut dire qu'il faut aussi s'assurer de l'approvisionnement en matériaux et beaucoup de pays vont en demander en même temps, donc il faut réfléchir à ça. Quelle prime est-ce qu'on va donner? Comment est-ce qu'on va donner des conditions d'aide au financement pour investir dans cette isolation? On voit bien que ça concerne différents ministères et si on était en Belgique, aussi différents niveaux de pouvoir, de coordonner comme cela tous les enjeux politiques. Il y a aussi l'idée de pouvoir faire les grands investissements à temps. Oui, et ça pose évidemment la question du long terme en politique. Très compliqué, vous le savez, d'engager un pays à l'horizon de 30 ans dans des choix en plus douloureux quand vous devez, en tant que politique, affronter une élection 5 ans plus tard. Ouais. Exactement. Donc, il y a le risque de reporter des décisions lourdes à plus tard et de prendre un peu des demi-mesures. Jérôme Mécène, expert pour la société Climact que j'ai eu tout à l'heure, me donnait l'exemple des voitures hybrides. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a fait ces dernières années. Ça donnait l'impression qu'on avançait parce que c'est vrai, il y a quand même un moteur électrique à côté du moteur thermique dans ces voitures-là. Mais en fait, on sait que c'est pas très efficace et ça reporte d'autant le développement d'une vraie filière de voitures électriques. Ça met presque des embûches en fait sur le chemin. Pareil pour les logements. Si vous donnez des primes maintenant pour faire un peu d'isolation, c'est difficile de dire aux personnes qui l'ont fait 5 ans plus tard de refaire des travaux pour isoler encore. Donc il vaudrait mieux pouvoir isoler tout de suite très fort et aller vers les maisons le plus proche du passif possible. D'où l'idée de cette planification. Alors, Elisabeth Borne, elle est en France. Est-ce qu'on a aussi de la planification écologique chez nous, en Belgique? Pas vraiment. On sait que déjà la conférence interministérielle des ministres du climat, elle ne marche pas très très bien. Il y a quand même des scénarios qui ont été établis par le SPF Environnement qui a établi ce que ça implique de construire une société zéro carbone en 2050 avec différentes options possibles. Donc on a quand même une base de travail, mais pas de vraie planification. Et Jérôme Mécène pourtant me disait à quel point ce serait indispensable aussi pour notre pays. C'est absolument nécessaire d'avoir une cohérence de toutes les politiques aujourd'hui et de toutes les initiatives. Et ce genre de planification peut l'aider, peut la permettre. Sans quoi on va prendre des décisions qui vont être contrecarrées par d'autres projets, d'autres politiques qui sont antagonistes, ou bien on va simplement éviter des décisions long terme qui sont difficiles à prendre. Donc c'est absolument nécessaire en effet. Voilà pourquoi, sans doute, on va réfléchir aussi dans les années qui viennent à comment planifier cet enjeu énergétique, écologique, environnemental pour les années qui viennent, sans doute également en Belgique. Merci beaucoup Arnaud pour ces explications et je rappelle l'adresse de Déclic, déclic@rtbf.be si vous avez une question à nous suggérer. Le point de vue. Samedi prochain, c'est la Belgian Pride à Bruxelles. Belgian Pride qui célèbre les personnes LGBTQIA+, un acronyme que vous avez choisi de décoder avec nous ce soir. Marie Van Kutsem, bonsoir. Bonsoir. Plongeons peut-être d'abord dans les archives de la RTBF avec vous. Bah oui, j'avais envie de vous faire écouter pour commencer un extrait d'une émission consacrée à l'homosexualité. Nous sommes en 1973. Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? Les homosexuels, je ne peux pas le dire parce que c'est trop grave. C'est trop grave? Je n'aime pas. Et comment vous les représentez? Comment ils sont physiquement pour vous? Ignoble. Alors le micro-trottoir continue avec cette femme qui répond aux journalistes à la même question. Que représentent pour vous les homosexuels? Que ça n'est pas contre nature, que ça n'est pas nécessaire dans la vie d'avoir ça. Enfin, il y a ça, c'est pour une fois rire avec. Et qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces gens-là? Oh, leur laisser faire ce qu'ils veulent. Moi, ça, à moi, ils ne me dérangent pas, vous savez. Ils ne m'attaquent pas à moi ou à ma fille ou à mon fils. Alors moi, je laisse les gens tranquilles, comme ils veulent. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous voulez que je pense, moi, j'ai jamais fréquenté ce genre. Moi, quand j'en rencontre, quand ils sont des PD, moi, je ris une fois avec leurs gestes ou leur manière, mais sinon, si c'était un homme comme vous, qu'on ne le voit pas, alors c'est qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Rien du tout, hein. C'est gratiné, hein. C'est pour une fois rire avec Voilà. des propos qu'on espère d'une autre époque. Oui, tout à fait. Hein. Et durant le reste de l'émission, on va interroger un évêque sur l'homosexualité. On interroge aussi un psychiatre pour voir si c'est une maladie. Alors, j'ai visionné plusieurs émissions en France aussi, de plus ou moins à la même époque. Et au-delà des propos tenus, qui nous semblent évidemment totalement déplacés aujourd'hui, ce qui est intriguant, c'est que lorsqu'on dit homosexuel à cette époque, eh bien, on ne parle que des hommes. Les lesbiennes, elles sont quasiment invisibles. On
parle des gays, de la communauté gay, des homosexuels sans le 2LE. Pendant très longtemps, c'est comme si les femmes n'étaient en fait pas concernées. Et c'est au début des années 90 qu'on va commencer à utiliser cet acronyme que l'on connaît bien, LGBT. Oui, et donc vous l'avez bien compris après ce qu'on vient de voir, l'idée c'est évidemment pour chaque catégorie de se rendre visible, L comme lesbienne, G comme gay, B comme bisexuel, donc attiré par les deux sexes, et puis T comme trans. Les associations préfèrent le terme trans au terme transsexuel qui peut ne renvoyer qu'aux personnes qui se sont fait opérer. Et le mot transgenre, quant à lui, peut renvoyer plutôt à des personnes qui sont en transition de genre sans la case opération. Alors on préfère trans qui englobe tous les parcours et les vécus. Puis alors, il y a des lettres qui s'ajoutent après, le Q notamment pour queer. Alors ça, c'est un mot plus large. En anglais, ça veut dire étrange, hors norme. Ça a longtemps été une insulte homophobe. Et puis dans les années 90, la communauté LGBT se la réapproprie. Queer, ça englobe l'ensemble des minorités sexuelles et de genre qui ne se définissent ni comme hétérosexuels, ni comme cisgenres. Alors cisgenre, ça veut dire qui s'identifie au genre qui nous est assigné à la naissance. Vous êtes femme, vous vous sentez femme. Bref, c'est un mot large, confortable, inclusif, dans lequel, quelle que soit finalement votre orientation sexuelle, affective ou votre expression de genre, vous pouvez vous retrouver quand vous n'êtes ni hétérosexuel ou bien que vous ne vous identifiez pas aux ces catégories un peu plus carrées que sont L, G, B et T. Exemple, je vous donne un petit exemple pour se faire une idée. Un exemple queer, une personne née femme mais qui se ressent homme, qui tombe amoureuse des hommes mais qui est attirée sexuellement par les deux sexes. C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué, comme la vie, le sexe et l'identité. Alors, il y a encore deux lettres, LGBTQ. I et A sont venus ensuite s'ajouter. C'est ça, I comme intersexe ou intersexué, c'est-à-dire une personne qui est née avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe féminin ou du sexe masculin. Ça peut recouvrir beaucoup de choses, ça, dont des éléments biologiques, comme les organes génitaux, c'est la première chose à laquelle on pense, mais aussi les chromosomes ou bien les hormones. L'acronyme, il peut se terminer ici, LGBTQI+, la ville de Bruxelles, par exemple, qui organise la Belgian Pride le samedi, elle s'arrête à ce I+, et certains ajoutent le A pour asexuel. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attirance sexuelle en général. Et puis ce petit plus à la fin, il permet à toutes les autres sous-catégories de se retrouver dans l'acronyme. J'en profite pour glisser que lundi prochain, dans l'émission Regard Sûr, on consacrera d'ailleurs un débat à l'asexualité, qui est une catégorie à part entière. En tout cas, certains le revendiquent comme ça. Alors, vous parlez de catégories, mais justement, pourquoi est-ce qu'on catégorise aujourd'hui à ce point, Marie ? Mais vous savez, je parlais de cet acronyme avec un proche hier qui me disait « Mais allez, sérieux, est-ce que c'est pas un peu exagéré tout ça ? Est-ce que c'est pas trop long à prononcer, trop compliqué à saisir ? Est-ce que c'est pas trop de chipotage, pour reprendre ces termes ? » Je pense qu'il ne faut pas ici regarder le mot, mais plutôt regarder d'où on parle pour formuler cette légère exaspération, parce qu'au fond, qui prononce cette phrase ? Certainement pas les personnes que ça concerne. Cet acronyme, ces lettres en plus, elles sont la réalité de gens qui ne rentrent pas dans les cases traditionnelles. Alors nommer, c'est faire exister, c'est donner un espace pour expliquer, c'est raconter, c'est partager ses vécus, et c'est aussi, dans un second temps, demander des droits, demander une reconnaissance, formuler des revendications. Exemple, les personnes intersexuées qui demandent qu'on mette un terme aux opérations à la naissance d'enfants dont les caractéristiques sexuelles ne sont pas dans la norme, pour leur laisser le droit de choisir plus tard. Ou bien les personnes asexuelles qui se définissent ainsi pour ne pas être jugées sans arrêt face à la norme du couple, de la relation affective qui est obligatoirement assortie de relations sexuelles. Voilà quelques exemples, mais il y en a tellement d'autres. Un acronyme qui est donc aussi compliqué que ne l'est l'identité sexuelle. Merci Marie pour cette chronique et merci à vous de choisir Déclic pour vous informer. Déclic. Et dans une poignée de secondes, place au journal de 18h avec Olivier Nederland ce soir. La première podcast. Blake et Mortimer sont des héros inusables. Ils font encore régulièrement la une de l'actualité, 75 ans après leur création. Mais derrière ces deux héros so British, il y a un Bruxellois qui a eu 10 vies. La bande dessinée n'était rien, était vilipendée par tous les enseignants et tous les intellectuels. Edgar P. Jacobs, de chanteur d'opéra à assistant d'Hergé, en passant par créateur de monde. Ce mythe de Faust m'a frappé d'une façon fantastique et ne m'a jamais quitté. Vivez ces 10 vies et traversez le XXe siècle avec Partition pour Blake et Mortimer. Le facétieux scénariste qui préside à ma destinée m'a eu à l'usure. À découvrir sur toutes les applications de podcast et sur Ovio. Déclic. Tout à l'heure à 20h. Le monde est un village.
Le mercredi, nous avons des cartes blanches à partager avec vous. Et ce soir, c'est un musicien qui a participé à l'éclosion, à l'essaimage de la rumba congolaise. Nous avons ce soir l'avantage, l'honneur et le plaisir de recevoir le musicien Dizzy Manjeku. Avec lui, nous partagerons des musiques qui lui sont chères, voire très importantes. Carte blanche à Dizzy Manjeku, ce mercredi, 20h. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur La Première. Et quand vous voulez, sur la page podcast de lapremière.be et sur Ovio. Il est 18h et on accueille donc Olivier Nederland pour le journal. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Elle se fait appeler Logbit. Cette organisation criminelle affirme être à l'origine de la cyberattaque qui a récemment touché le réseau Vivalia. Oui, il s'agit du réseau hospitalier en province de Luxembourg. Il est toujours perturbé. Les hackers disent être en possession de nombreuses données et menacent de les publier si un paiement n'est pas effectué d'ici 8 jours. Comment l'Union européenne va-t-elle s'organiser pour se passer des hydrocarbures russes et comment va-t-elle en parallèle maintenir ses objectifs climatiques? Après une longue réflexion, la Commission européenne vient de présenter un vaste plan de mesures. On vous les détaille d'ici quelques instants. Enfin, plus de 600 km et 90 heures de course, ça s'appelle de l'ultra-endurance. Et un Belge vient d'empocher le record du monde de la discipline, un exploit réalisé en Allemagne la nuit dernière par Merein Geerts. Vivalia va-t-elle céder au chantage? Nous vous avons récemment parlé de cette cyberattaque qui a ciblé le réseau des hôpitaux en province de Luxembourg. Oui, les cybercriminels qui ont attaqué le système informatique des hôpitaux de Vivalia réclament aujourd'hui le paiement d'une rançon. Le réseau est toujours perturbé. Une organisation criminelle qui se fait appeler Logbit a donc annoncé aujourd'hui sur le dark web être à l'origine de cette cyberattaque. Les hackers disent être en possession de 400 gigas de données, y compris des données des patients et du personnel du réseau hospitalier. Et ils menacent donc de les publier si le paiement n'est pas effectué, le paiement d'une rançon n'est pas effectué dans les 8 jours. Une menace qui est à prendre très au sérieux si l'on en croit cet expert. Il s'appelle Jacques Follon, il est spécialiste des données privées à l'ICHEC. C'est des pirates, je dirais, comment dire, sérieux. Je veux dire, donc clairement, la menace est réelle. C'est des groupes de hackers qui sont maintenant assez professionnels, je dirais, dans leur domaine. Quand ce genre de choses arrive, mais on négocie les montants à payer avec eux. Enfin, c'est plus le petit hacker tout seul dans son appartement. C'est vraiment des groupes structurés maintenant. Et je dirais que généralement, on considère qu'ils sont plutôt du côté de la Russie. Finalement, les hôpitaux ici, l'hôpital ici, quel est son choix? Est-ce qu'il va devoir payer, vous pensez? À mon avis, oui, parce que si effectivement les pirates disposent des données médicales des patients, quelque part, il y a un choix à faire. Je ne voudrais pas être la direction de l'hôpital aujourd'hui, mais c'est entre de dire, OK, on paye pour éviter que ces données médicales soient révélées, ou on ne paye pas et on a un risque que des données médicales soient publiées, avec évidemment des conséquences qui peuvent être judiciaires. Une interview réalisée par Valentin Boisgelot. Vivalia n'a pas souhaité faire de commentaires sur cet aspect de l'attaque, de la cyberattaque. La priorité de Vivalia est de rétablir l'ensemble des moyens et structures informatiques qui permettront de revenir à un fonctionnement normal. 68 travailleurs sur le carreau à Tilly, c'est dans l'entité de Villers-la-Ville en Brabant wallon. L'entreprise 5N+ va fermer, c'est en tout cas ce qu'annonce la maison mère, un groupe canadien. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants chimiques à destination de l'industrie.
La direction invoque de très lourdes pertes financières. La procédure Renault sur le licenciement collectif est lancée. Les syndicats vont solliciter la région wallonne à propos de l'avenir du site classé Grand Céveso. Ils espèrent encore retrouver un repreneur. Malgré ce genre de nouvelles, la région wallonne veut rester optimiste. Ce matin, le ministre-président Élieu Di Rupo tirait son bilan sur l'état de la Wallonie. Il a énuméré les difficultés qui se sont invitées à l'agenda de son gouvernement. Il a souligné les acquis aussi qu'il met au crédit de ce gouvernement et les ambitions portées par le plan de relance. Et on l'imagine, le bilan ne fait absolument pas l'unanimité du côté de l'opposition, PTB et les engagés, qui a souligné plutôt tous les manquements qu'elle identifie. Carl Defoy. Le PTB n'a guère d'indulgence pour l'action du gouvernement. Il critique la lenteur des procédures, la persistance du manque de logements sociaux et un intérêt qu'il juge limité à l'égard des plus faibles et essentiellement tourné vers l'initiative privée. Germain Mugué-Magango résume. Il est temps de changer de politique, d'abandonner cette politique libérale, d'avoir une politique de gauche, d'investissement public qui puisse justement rencontrer les besoins des citoyens. Il est temps de changer. Là où le ministre-président wallon parle de résilience face aux catastrophes et de concrétisation de la relance, dans l'opposition également, François Decken, des engagés, voit surtout les retards s'accumuler par rapport à la feuille de route. Élieu Di Rupo se cache derrière quelques chiffres soigneusement sélectionnés, dit-il. Ce ne sont pas les paramètres chaque année les mêmes que vous nous citez. On a un peu l'impression que vous avez le tableau de bord et puis vous dites regardons quels sont les chiffres positifs et je ne vais parler que des chiffres positifs. L'opposition ne nie pas les difficultés vécues par la Wallonie, mais, dit-elle, d'autres régions ont connu les mêmes écueils et les surmontent plus vite ou plus fort. Il est donc temps d'enclencher la vitesse supérieure, disent les engagés, et d'améliorer la gouvernance, appuie le PTB. À la Chambre, cette fois, la Belgique en pleine relecture de son histoire et en particulier de son passé colonial. Depuis des mois maintenant, une commission d'enquête parlementaire planche sur le sujet. Un vaste processus destiné à restituer des objets volés pendant cette période. La commission Mobilité, Entreprises publiques et Institutions fédérales de la Chambre a examiné et voté aujourd'hui le projet de loi du gouvernement fédéral, ce projet qui définit le cadre juridique de cette future campagne de restitution. C'est ce qu'expliquait ce matin dans Matin Première Thomas Dermine, le secrétaire d'État à la politique scientifique à la base de ce projet. C'est un texte sur lequel le gouvernement s'était mis d'accord et qui reconnaît qu'il y a certaines œuvres qui ont été spoliées et donc il faut créer un cadre juridique pour permettre, le cas échéant, d'analyser de manière scientifique et rationnelle des demandes de restitution qui pourraient émerger. C'est quelque part fondamentalement injuste qu'il soit la propriété de l'État belge. Et jusqu'ici c'était coincé parce que les œuvres étaient inaliénables. Inaliénables, elles faisaient partie du domaine public de l'État et donc on ne pouvait pas sous aucun cas les restituer. Et donc aujourd'hui on fait un pas important qui est un pas symbolique qui vise à rendre 100% de ces œuvres potentiellement aliénables. Pour autant, et les conditions sont importantes, qu'il y ait une demande de l'État d'origine, donc du Congo en l'occurrence, et que des études scientifiques, parce que le but est de placer l'histoire et l'étude historique au centre, démontrent qu'effectivement ces biens ont été acquis de manière illégitime. Et donc il faut pouvoir utiliser l'occasion de ce travail historique sur les œuvres pour travailler à la réconciliation et construire l'avenir entre des peuples qui ont une histoire commune. Voilà pour cet extrait de Matin Première, donc le secrétaire d'État Thomas Dermine, interrogé par Thomas Gadisseux. L'actualité à l'étranger à 18h06, avec l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, la Finlande et la Suède ont formellement transmis ce matin leur demande d'adhésion à l'OTAN. Les deux pays sont restés neutres en matière d'alliance militaire tout au long de la guerre froide. C'est donc un tournant important qui s'amorce dans cette architecture sécuritaire de l'Europe. C'est un moment historique, estime Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Autre conséquence de cette guerre qui oblige les Européens à relever deux défis pas simples à concilier. Comment l'Europe va-t-elle faire pour sortir de sa dépendance aux hydrocarbures russes, tout en maintenant aussi ses objectifs climatiques? Après 2 mois de réflexion, la Commission vient de présenter un vaste plan de mesures. Alors Sandro Calderone, on peut le résumer en 3 mots: diversification, renouvelable également, et puis économie. Oui, Olivier, avant la publication de ce plan, on connaissait déjà les objectifs des Européens, se passer totalement du gaz et du pétrole russe le plus vite possible, idéalement d'ici 2027. Ils veulent également atteindre la neutralité carbone en 2050, mais attention, le tout sans affaiblir l'économie européenne et le pouvoir d'achat des ménages déjà sous forte pression à cause de l'inflation. Oui, on imagine que l'équation n'est pas simple. Sandro, comment la Commission européenne compte-t-elle s'y prendre
pour y répondre? Alors elle propose de travailler en 2 temps, à court terme pour se libérer des énergies russes. Le mot-clé, c'est la diversification. Il faut multiplier les fournisseurs de gaz liquéfié et d'hydrogène. Les États membres peuvent le faire chacun de leur côté, mais la Commission privilégie l'option des achats groupés, comme elle l'a fait avec les vaccins lors de la pandémie de Covid. Cette diversification nécessitera aussi des investissements, certains controversés. Il faudra par exemple construire des oléoducs pour alimenter des pays enclavés et très dépendants du pétrole russe, comme la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Il faudra également de l'argent pour relancer ou pour prolonger la vie de certaines centrales nucléaires ou de centrales au charbon. Oui, alors tout ça ne va pas vraiment dans le sens de la transition climatique. Non, et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait à la Commission, notamment par les défenseurs de l'environnement, des critiques auxquelles a répondu aujourd'hui Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne. Il y a en fait 2 mouvements. Par exemple, si nous n'utilisons plus de gaz naturel dans un premier temps, cela signifie que nous devrons utiliser du charbon un peu plus longtemps que prévu, ce qui a un impact négatif sur nos émissions. Mais si en même temps, comme nous le proposons, nous accélérons rapidement l'introduction des énergies renouvelables, le solaire, éolienne, biométhane, vous avez alors le mouvement inverse. Donc au total, j'espère même que nous aurons un plus en termes de réduction des émissions. Et pour appuyer son argument, la Commission souligne que l'essentiel des 300 milliards d'euros nécessaires pour financer son plan, l'essentiel donc de cet argent ira d'abord et avant tout aux énergies renouvelables. Alors quelles sont précisément les propositions, Sandro, pour booster le renouvelable? La Commission veut relever la part des renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre les 45% d'ici 2030. Cet objectif est aujourd'hui de 40%. Alors pour y arriver, elle propose des mesures à plus long terme. Par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures deviendrait obligatoire en 2025 pour les bâtiments publics et commerciaux, en 2029 dans le résidentiel neuf. Alors par ailleurs, les contraintes administratives pour les projets solaires et éoliens seraient allégées. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Nous proposons d'accélérer l'octroi de permis pour les énergies renouvelables. Il faut aujourd'hui entre 6 et 9 ans pour que la procédure d'autorisation soit prête pour un parc éolien. À l'avenir, nous voulons définir des zones privilégiées et faire en sorte que dans ces zones, le processus d'autorisation soit réduit à 1 an. Et encore un dernier point, Olivier. Pour atteindre tous ces objectifs énergétiques et climatiques, la Commission compte également sur les économies d'énergie avec des bâtiments mieux isolés et là encore des objectifs revus à la hausse. Voilà donc pour ce plan appelé Repower EU qu'on pourrait traduire par rendre sa puissance à l'Union européenne. Ce plan qui est maintenant dans les mains des États membres et du Parlement européen. La Commission, on vient d'en parler, annonce par ailleurs une nouvelle aide à l'Ukraine jusqu'à 9 milliards d'euros sous forme de prêts pour aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre. Et au même moment, des dizaines d'Européens sont expulsés de Russie. Moscou annonce d'abord l'expulsion de 34 diplomates français en réponse, dit Moscou, à une mesure similaire prise par la France le mois dernier. Et puis la Russie annonce coup sur coup l'expulsion cette fois de 27 diplomates espagnols et 24 diplomates italiens. Cette autre question, à présent toujours liée à la guerre en Ukraine, Gerhard Schröder sera-t-il sanctionné par des députés fédéraux allemands? Une proposition devrait être adoptée par les membres du comité au budget. Elle devrait priver l'ex-chancelier SPD de plusieurs avantages liés à son statut d'ex-chef de l'exécutif. Waouh Foyoumi. C'est une proposition qui émane, entre autres, du propre parti de Gerhard Schröder, le parti social-démocrate SPD. C'est dire si ces sanctions font l'unanimité dans le sérail politique en Allemagne. Le texte, qui devrait donc être adopté sans trop de difficultés, prévoit de priver l'ex-chancelier de plusieurs facilités gardées après la fin de son mandat. Et cela à cause de son refus de condamner l'invasion russe en Ukraine. Gerhard Schröder, qui a été chancelier de 1998 à 2005, sous le feu des critiques depuis le début de la guerre, refuse aussi de quitter les postes qu'il occupe dans plusieurs compagnies russes actives dans le domaine de l'énergie, comme Rosneft et Nord Stream AG, responsables du fameux gazoduc Nord Stream 2. Déjà privé de distinction honorifique par plusieurs villes, Gerhard Schröder avait fait savoir en avril qu'il n'avait aucune intention de démissionner, sauf si Moscou venait à cesser ses livraisons de gaz à l'Allemagne. L'ex-chancelier Schröder a aujourd'hui droit à plusieurs bureaux à la Chambre des députés et à un budget pour du personnel. Il devrait donc en être privé, mais il devrait toutefois conserver sa pension
sanctions et une équipe de protection. Les responsables du SPD lui ont aussi demandé de quitter le parti. On ajoutera encore en bref que le premier soldat russe jugé pour crime de guerre en Ukraine a plaidé coupable aujourd'hui. Ce sous-officier de 21 ans est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov par la fenêtre d'une voiture. Il a abattu un civil de 62 ans qui n'était pas armé. Les autorités ukrainiennes affirment avoir ouvert des milliers d'enquêtes pour crimes de guerre depuis le début du conflit. 40 suspects auraient été arrêtés. On va terminer ce journal avec le sport et d'abord cet exploit phénoménal, je vous le disais, signé par un coureur à pied belge amateur au cours de ces 3 derniers jours. Cet amateur donc a couru 90 heures non-stop, plus de 600 km au total sur un format de course à pied très particulier et par ailleurs de plus en plus prisé par les amateurs de ce qu'on appelle l'ultra-endurance. David Bertrand, vous nous présentez ce coureur hors norme. Oui, il s'appelle Merein Geerts. Dans la vie, il est contrôleur à l'AFSCA, mais son truc à lui, c'est de courir longtemps, très longtemps, sur un format de course appelé la backyard. Une boucle de 6 km 700 qu'il faut parcourir en moins d'1 heure pour être autorisé à repartir sur le tour suivant. Un nouveau départ est donné toutes les heures et les kilomètres défilent de jour comme de nuit. Tant que le coureur termine sa boucle dans les temps, tant que le corps tient, tant que l'envie de repartir est là, il peut tenter d'enchaîner un tour supplémentaire et résister à cette pression du temps qui rattrape les concurrents les uns après les autres. À ce petit jeu-là, Merein avait déjà réussi l'exploit de résister à la fatigue pendant 74 heures. Cette fois, à l'occasion d'une course organisée en Allemagne ces 4 derniers jours, il a tenu 90 heures, 3 jours et 3 nuits et demie à enchaîner les kilomètres, 603 au total. Un effort physique et mental hors du commun, à la limite de la résistance humaine et qui constitue un nouveau record du monde de la discipline. Un mot de cyclisme également pour vous dire que l'Italien Alberto Denese remporte au sprint la 11e étape du Tour d'Italie cycliste, disputée sur 203 km. L'Espagnol Juan Pedro Lopez conserve son maillot rose de leader. Et puis on termine avec du football. Le sélectionneur belge a dévoilé une liste élargie de 32 joueurs pour les 4 rencontres de Ligue des Nations du mois de juin prochain. On notera les nouveaux venus issus des espoirs, Loïs Openda et Amadou Onana. Les absents comme Christian Benteke ou Divock Origi, mais aussi le retour d'Eden Hazard. Après ses multiples blessures, le capitaine belge a retrouvé le terrain avec le Real Madrid. C'est une satisfaction pour le sélectionneur fédéral Roberto Martinez. D'un point de vue médical et dans la vie en général, il faut écouter son corps. Il semble qu'il se sente plus libéré maintenant. Il n'a pas de réaction et c'était juste génial de le voir sur le terrain quelques minutes. Il est dans une top équipe. Il a 2 semaines maintenant pour se préparer à cette finale de la Ligue des Champions. Chaque jour qui se passe bien, c'est du bonus pour lui et on espère qu'il arrivera au meilleur de sa forme pour le rassemblement avec les Diables parce qu'on a besoin d'un Eden heureux, en pleine forme, parce que nous sommes une meilleure équipe quand il est dans cet état d'esprit. Roberto Martinez avec Manuel Jousse. Les Diables se retrouveront dès le 30 mai prochain avant d'affronter les Pays-Bas, la Pologne 2 fois et le Pays de Galles en Nation League. Et une information encore avant de refermer ce journal, c'est le coprésident d'Écolo, Jean-Marc Nollet, qui sera l'invité de Matin Première demain jeudi. Interview en direct à 7h45 avec Thomas Gallisseux. Merci Olivier, on vous retrouve à 19h pour une nouvelle édition du journal. Et tout de suite, un nouveau point Mobile Info avec Caroline Martin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et toujours ce véhicule sur le toit, sur le 42 à Gouy. Le passage reste difficile depuis Manage en direction de Namur. Des perturbations également quant à l'accès au R3 vers Épigny. Donc l'accès qui est également entravé suite à cet accident. Des ralentissements sur le 40 à hauteur de Lonsin. 3 km de fil, vous perdez 20 minutes en direction de l'Allemagne. Il y a des répercussions sur le 42 en venant de Namur. Toujours ces ralentissements au poste frontière d'Anzy sur le 19 en direction de Valenciennes. Vous perdez encore une trentaine de minutes. Et puis un accident sur le ring extérieur de Bruxelles à Woluwe Saint-Étienne. Une bande de circulation est neutralisée en direction de Zaventem. Vous perdez une trentaine de minutes sur cette portion du ring. Nous sommes le 18 mai, il a fait jusqu'à 28 degrés aujourd'hui, c'est-à-dire 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il fait aussi très très sec en ce mois de mai. Ce sera l'objet de notre débat du jour, ou plutôt discussion du jour, avec un climatologue et un météorologue.
Le débat. Et le thème de notre débat du jour, c'est la sécheresse. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il fait sec, mais dans quelle mesure est-ce inquiétant? On va en parler ce soir avec Pascal Mormal, qui est météorologue à l'IRM, et avec François Massonnet, qui est climatologue à l'UC Louvain et chercheur FNRS. Bonsoir à tous les deux. Alors, je le disais il y a un instant, 28 degrés aujourd'hui, 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Pascal Mormal, il y a quand même pas mal d'indicateurs, que ce soit en termes de température et puis de pluviosité, qui sont assez inquiétants, et pas juste depuis quelques jours. C'est depuis le mois de mars que ça dure, hein. Effectivement, pour le moment, on est donc environ 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. On est même 4 degrés environ au-dessus des maxima qu'on peut attendre en juillet. Donc c'est vraiment des situations tout à fait estivales qu'on connaît ici à la mi-mai. Et effectivement, ici, on est dans une séquence quand même relativement sèche maintenant, qui a démarré depuis le 1er mars. Et donc, il faut savoir que sur les 2 premiers mois du printemps, on a vraiment eu un total de précipitations très faible. Si on regarde la période du 1er mars au 18 mai, on est seulement pour le moment à la station de référence d'Uccle à 40,5 mm. Et donc, si on regarde la normale pour les 3 mois du printemps, on devrait être à 165. Voilà, donc probablement qu'on sera très loin à la fin du mois de mai. Et pour retrouver une période relativement similaire au niveau sécheresse, il faut effectivement remonter à l'année 1976. Année dont beaucoup de Belges se souviennent, absolument, évidemment. Et à l'époque, sur les 3 mois du printemps, on avait eu un total de 69 mm. Alors, vous évoquez 1976, il n'y avait pas que le printemps qui avait été chaud et sec cette année-là. Est-ce qu'il faut craindre cette année-ci, en fonction des éléments dont on dispose, que ce printemps sec se poursuive durant les mois d'été ? Évidemment, c'est une crainte, mais je dirais que la grosse nuance par rapport à 1976, c'est qu'à l'époque, on avait démarré cette période vraiment déficitaire au niveau des précipitations. Donc, dès le mois de décembre 1975, puis ça s'était poursuivi durant l'hiver, ça s'était encore forcément intensifié durant le printemps, et le paroxysme a été atteint fin juin, début juillet en 1976. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, on avait une séquence vraiment historique de 15 jours d'affilée avec des températures qui ont dépassé les 30 degrés à Uccle. C'est ça, mais ici, la différence, c'est que l'hiver, il y a eu de l'eau. Voilà. Donc les nappes phréatiques ne sont pas encore à un niveau qu'on juge inquiétant. C'est ça qui est rassurant quelque part, c'est que l'année 2021, malheureusement, elle a bien des égards de sinistre mémoire, mais au moins elle a permis, je dirais, de limiter les dégâts au niveau des nappes phréatiques. Et donc on a une année bien arrosée, et on a eu un hiver également bien arrosé au niveau précipitation. Donc le déficit de départ est beaucoup moins criant qu'en 1976. Il faut quand même pas oublier que 2021 était une année très pluvieuse, mais elle succédait à une période de 4 années également très sèche et très déficitaire, avec des épisodes de canicule à répétition entre 2017 et 2020. Et donc, c'est un peu la crainte actuellement, c'est que ça se répète de nouveau pour le prochain été, évidemment. Et quand vous dites qu'il faut craindre un scénario à la 76, c'est parce que vous dites que ce serait très, très ennuyeux ou très embêtant, ou bien est-ce qu'il y a des éléments quand on a 3 mois comme ceux qu'on vient de vivre ici, qui font qu'on a plus de risques d'autres années d'avoir alors un été qui se poursuit en étant très chaud? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas connecter les deux événements? Statistiquement, c'est toujours un peu délicat. Évidemment, 76, c'est vraiment l'exemple typique d'un printemps qui est sec suivi d'un été qui l'est également. 1921, ça c'est vraiment l'année des références absolues en Belgique. C'est vraiment l'année la plus sèche de notre histoire. Le printemps était également sec et l'été qui a suivi l'était également. Mais ce n'est pas une règle. Par exemple, 2011, c'était le contraire. On a eu un printemps très, très agréable, très ensoleillé, très généreux au niveau température, très sec également, et on peut dire que l'été a été pourri. Mais d'une manière générale, il y a quand même un risque plus élevé si on démarre sur des bases sèches, d'avoir au fil du temps des conditions qui vont, si les situations anticycloniques ont tendance à persister, ces conditions peuvent amener plus facilement durant l'été des situations de canicule ou de sécheresse aggravée, forcément. Donc là, c'est un peu pour ça que je dis que c'est un petit peu inquiétant, effectivement. Ouais. Oui, parce que vous venez de citer l'année 1921, l'année 1976. Il y a toujours eu, d'une certaine manière, dans l'histoire des années sèches, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on vit une récurrence de sécheresse et d'épisodes de sécheresse. Avant l'année dernière et l'été dernier qui était pluvieux, il y a eu beaucoup d'étés très secs. Et ça, c'est véritablement ce qui surprend et qui inquiète le météorologue que vous êtes. Oui, absolument, tout à fait. Là, c'est vraiment, je dirais, l'élément vraiment le plus inquiétant, c'est que depuis une trentaine d'années, on constate vraiment une hausse vraiment sensible des températures. Il faut savoir que si on compare les normales de température
61-90, donc celles qu'on utilisait il y a 30 ans, avec les normales actuelles qui vont donc de 91 à 2020, on voit qu'on a eu une augmentation de la température de 1 degré et 2 dixièmes. C'est tout à fait considérable en température moyenne. Et on remarque, par exemple, pour vous montrer un exemple, c'est vraiment au niveau des vagues de chaleur qu'on a vraiment une hausse sensible du nombre de vagues de chaleur. Pour la station de référence d'Uccle, jusqu'en 1990 environ, donc on avait autant de vagues de chaleur que de vagues de froid. Mais depuis 30 ans, on a eu 20 vagues de chaleur et seulement 2 vagues de froid. Donc on voit vraiment que le phénomène, c'est vraiment... Le rapport s'est totalement inversé. Tout à fait. Avant de donner la parole à François Massonnet, une question encore sur l'explication météorologique de cette situation de chaleur et de sécheresse. On parle de blocage anticyclonique, c'est-à-dire que l'anticyclone se fixe à un endroit où il ne se fixait pas nécessairement auparavant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme simplement ? Ici, simplement, c'est une situation de haute pression. C'est quelque chose qui est assez courant dans l'absolu. Le problème, c'est pour ça qu'on parle d'un blocage, c'est que cette situation a tendance à durer dans le temps. Or, en Belgique, ce qui caractérise vraiment notre climat, c'est qu'on est dans un climat relativement océanique tempéré, donc très variable, avec alternance de temps pluvieux, un peu frais, et puis un temps plus agréable, ensoleillé. Et ici, depuis quelques années, on remarque effectivement qu'il y a une répétition de ces phénomènes de blocage qui ont tendance à durer plus longtemps dans le temps. En temps beaucoup moins variable, en clair. Voilà. Et donc, finalement, c'est très inquiétant, quelque part, parce qu'on peut voir qu'on aurait tendance à perdre ce flux zonal, donc ce flux océanique qui amène traditionnellement des pluies au niveau d'un flux de sud-ouest, et on est plus souvent confronté à des flux méridiens, donc sud-nord ou nord-sud. Mais ces flux, lorsqu'ils se mettent en place, par exemple dans le cas ici où on a une remontée d'air subtropical, ils peuvent amener à avoir des températures très élevées, mais qui vont rester plus longtemps en place sur les mêmes régions, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Et si on parle par exemple de 1976 ou de 1921, ou 1947, par le passé, des vagues de chaleur arrivaient, ou des épisodes de canicule arrivaient également, mais ils étaient plus, je dirais, éparpillés dans le temps. Ici, c'est vraiment la concentration et la répétition. Ouais. Vraiment tout à fait inquiétant. Alors, cette répétition, justement, le climatologue que vous êtes, François Massonnet, il s'y intéresse. Est-ce que cette répétition et ces blocages anticycloniques, ils sont liés eux-mêmes au réchauffement climatique ? La littérature scientifique est encore assez peu claire à ce sujet-là, notamment pour les situations d'été. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les blocages en hiver, qui peuvent apporter à l'inverse un temps plus froid et plus continental, où là, il y a certaines études qui ont montré qu'il pouvait avoir un lien. L'explication est assez simple. En fait, en Arctique, il fait très froid. Aux moyennes latitudes, il fait beaucoup plus chaud. Et comme l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que nos régions, ça ramollit quelque part la circulation atmosphérique qui peut devenir plus sinueuse et venir piéger des parties de l'Europe, soit dans une zone plus chaude ou dans une zone plus froide. Donc l'hiver, le signal est un peu plus clair qu'en été. Le dernier rapport du GIEC a souligné qu'en fait, il y a peu de confiance quant aux tendances à grande échelle de ce genre de phénomène de blocage. Cela dit, c'est pas parce qu'on ne comprend pas tout sur ces phénomènes-là qu'on ne peut rien en dire. On sait qu'il va continuer à y avoir des situations de blocage dans le futur, alors que ce soit un petit peu moins, un petit peu plus, c'est pas ça qui est si grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est avec un changement climatique de fond, avec une augmentation de température, la même situation de blocage va nécessairement amener des extrêmes plus longs en termes de temps, plus précoce aussi, et plus intense. C'est-à-dire que vous montez de 2 degrés partout à chose égale la température, vous allez croiser des seuils définis par exemple par l'IRM qui définissent une vague de chaleur plus tôt, vous allez le croiser plus tard. Vous allez avoir peut-être pas 2 mais 3 vagues de chaleur par été, et forcément les extrêmes vont aussi monter de 2-3 degrés. Donc quelque part les fréquences ou la récurrence c'est une chose, mais on sait que le terreau derrière pour créer des événements extrêmes ne fait que les favoriser. Mais donc on a quand même aujourd'hui, même si vous dites que dans ce cas-ci par exemple c'est pas aussi clair que ça, clairement aujourd'hui des indices qui nous montrent que les réchauffements des pôles, qui sont une réalité qu'on voit aussi en termes de fonte de glace, dérèglent en fait quand même notre climat, que le ressort qui fait changer aussi les masses d'air, etc., est un peu détendu, ne fonctionne plus comme il devait fonctionner avant. Oui, on avait tendance, en tout cas pour l'hiver, à avoir une circulation, ça a été beaucoup plus zonale, avec chacun de son côté, des pôles bien isolés, des moyennes latitudes qui sont aussi bien isolées, le frigo est fermé, on va dire, et puis la porte s'ouvre à un moment parce que amplification arctique, c'est des phénomènes un peu plus complexes à détailler, mais des températures qui augmentent plus vite là-bas, et cette pénétration de
masses d'air à la fois arctiques en Europe, mais aussi de moyenne latitude en Arctique. On a observé, et ça a été très fréquent ces dernières années, des températures plus élevées parfois près du pôle Nord que sous nos latitudes, pour vous dire à quel point ces masses s'échangent de façon beaucoup plus facile que c'était le cas il y a 20-30 ans. Donc c'est clair qu'on a des circulations beaucoup plus méridiennes, beaucoup plus nord-sud que ce qu'on avait connu par le passé. Et ça, on a attribué l'augmentation plus rapide des températures en Arctique à l'activité humaine de façon très robuste. Pascal Mormal, pour le moment, on parle de sécheresse de surface. Il n'y a pas encore de grandes inquiétudes pour ce qui est des nappes phréatiques. Quand on parle de sécheresse de surface, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il retourne exactement et le rôle que peut jouer le vent aussi dans cette situation, si je ne m'abuse? Disons que c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs types de sécheresse. Parfois, la définition est un petit peu compliquée. Mais qu'est-ce qu'une sécheresse? Au départ, on peut simplement dire que c'est la sécheresse météorologique, c'est quand on a un déficit de précipitation. Ici, on est déjà passé à la sécheresse agricole. Et donc là, clairement, il y a déjà une implication au niveau de tout ce qui est culture. Et donc, effectivement, les vents étaient dominants durant une bonne partie du printemps d'orientation est-nord-est. Et ça a contribué encore à assécher les sols. Mais donc, l'idée d'une sécheresse de surface, c'est aussi lié au fait qu'elle ne va pas nécessairement impliquer une sécheresse dans un niveau de profondeur plus important. Et ça, c'est la troisième phase de la sécheresse, c'est la sécheresse hydrologique. Et là, on arrive effectivement à un niveau comme en 1976, où on a un problème, par exemple, au niveau des nappes phréatiques. Et ça peut conduire à des difficultés d'approvisionnement en eau. Et heureusement, pour le moment, on n'est pas à ce stade-là. Et je dirais que le 4e stade, c'est vraiment le plus inquiétant, c'est quand il y a vraiment un niveau de sécheresse socio-économique. Et là, c'est tous les acteurs de la vie économique qui sont impactés par le fait qu'on n'a plus assez d'eau pour faire tourner l'économie quelque part. Là, les restrictions d'eau deviennent une réalité ici, pour tout le monde. monde. Pour l'instant, je dirais qu'on est au stade 2, qui n'est pas encore le plus inquiétant. Donc, pour le moment, voilà, en tout cas. Même si ça impacte déjà directement le monde agricole, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si on regarde les choses d'un point de vue plus global, François Massonnet, parce que là, on parle de la situation belge, de la sécheresse en Belgique et du phénomène donc de blocage anticyclonique, c'est pas toujours ce même phénomène météo qui se produit dans d'autres régions du monde, mais le résultat, il est quand même sensiblement le même partout, c'est-à-dire que la température se réchauffe et les phénomènes de sécheresse s'accentuent, mais ce n'est pas toujours les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre. Il peut y avoir des mécanismes différents en fonction des régions. Alors ici, quand on regarde actuellement la carte des températures, on voit que l'Europe n'est pas la seule région concernée par ces ondulations du flux atmosphérique. Au Canada, au Québec, en fait, ils sont en train de subir aussi des températures records extrêmement précoces pour la saison. C'est ça aussi qui est assez marquant, c'est que ces phénomènes semblent venir de plus en plus tôt dans la saison et de plus en plus tard aussi dans la saison. Je me rappelle très bien qu'on en a discuté il y a 1 an et demi, en septembre 2020. On avait une vague de chaleur exceptionnelle mi-septembre et on en avait parlé. Un peu la même configuration atmosphérique. Donc, ce ne sont pas des phénomènes isolés, mais ils ont des impacts qui sont dans tous les cas les mêmes. Et est-ce que le fait qu'on vive ça, comme ça, avec des épisodes comme ceux-là, avec ce qu'on a connu l'été dernier, avec des inondations terribles en Wallonie, avec des vagues de chaleur au nord des États-Unis, au Canada, etc., est-ce que ça cadre avec les scénarios envisagés qu'on affronte ça? Ou bien est-ce que vous-même, parfois, en tant que climatologue, vous êtes surpris en se disant mais ça va peut-être un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus fort que ce qu'on avait anticipé? Alors ça cadre, ça cadre dans le récit global scientifique qui a été apporté depuis plusieurs années. C'est assez intéressant de regarder par exemple les précipitations cumulées sur une année. Si on fait cette analyse, on voit qu'en Belgique, en fait, c'est assez plat. Mais c'est plat, c'est une moyenne qui cache en fait des disparités, à la fois en termes de sécheresse et à la fois en termes d'inondation, enfin de précipitations très intenses. Donc on a une répartition qui va changer au cours du temps, avec des phénomènes plutôt localisés comme l'été 2021, avec parfois des sécheresses. Au bout du compte, sur une année, on a peut-être le même niveau de précipitation, mais les impacts sont évidemment différents. C'est pas parce que la moyenne ne change pas que les impacts sont les mêmes. Et ça, l'été passé et les étés d'avant sont parfaitement cohérents avec cette idée que dans un monde plus chaud, on a une intensification des cycles hydrologiques parce que plus d'évaporation, parce que l'air peut retenir plus de vapeur d'eau et donc venir précipiter aussi plus de vapeur d'eau. Donc ça colle parfaitement. Pour répondre à la deuxième question, quelque part, oui, parfois je suis un peu surpris par la rapidité, la vitesse avec laquelle tout ça se passe. Le petit village de Lytton au Canada qui a vu les températures, si je me rappelle, de 54-56 degrés l'été passé.
c'est un point qui sort statistiquement complètement de l'enveloppe de ce qu'on connaissait. C'est même plus un événement rare, c'est un événement impossible. Et donc on se dit, pour arriver à des niveaux aussi forts, c'est que quelque part, l'hypothèse de base, l'hypothèse qui ne se passe rien, ne peut plus être vérifiée. Et donc ça valide quelque part l'hypothèse alternative. Alors il y a le constat, et puis il y a l'action. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, à long terme, pour éviter que le réchauffement climatique ne soit trop important. Et puis à très court terme, parce qu'il y a des choses qu'on ne parviendra pas à éviter. Et là, il faut s'adapter très vite également. Notamment, on parlait de l'agriculture. C'est à ce secteur-là qu'on pense en premier, mais ce n'est pas le seul, évidemment, qui va devoir s'adapter. Oui, on dit toujours il y a 3 solutions. C'est atténuer, adapter ou souffrir. Donc ici, atténuer, ce serait limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais on sait que le résultat, on le verra dans assez longtemps. Quand on dit assez longtemps, quelle ça échelle... dépend évidemment de la vitesse à laquelle on met tout ça en œuvre. Mais si on arrive aux objectifs de Paris, qu'on arrive à stabiliser aussi nos émissions, arriver à un zéro net en 2050, en fait, les températures commencent à baisser sitôt que les émissions sont nulles. Donc la relation, elle est bien connue. Donc au plus vite on y arrive, au mieux c'est. Donc ça, c'est l'atténuation. Ça, c'est l'atténuation. L'adaptation, c'est parvenir à anticiper les prochaines vagues de chaleur. Ça a été mentionné qu'on a ici un préconditionnement. On a des sols qui sont extrêmement secs. Ça dit rien sur le fait qu'on va avoir une vague de chaleur en juillet, mais si une vague de chaleur se produit, elle va être d'autant plus forte qu'il n'y aura pas d'humidité à évaporer des sols et que les températures vont rester très chaudes. On n'a pas ce tampon énergétique qui nous permet un peu comme on aurait de l'eau sur le bras qui nous donne un sentiment de froid quand on sort de la piscine. On n'a pas ça. On aurait déjà un sol complètement sec et donc des températures d'autant plus chaudes. Il y a maintenant des outils aussi pour faire de la prévision saisonnière. J'ai regardé avant de venir ici les prévisions pour l'été qui, de façon consensuelle sur l'ensemble des modèles utilisés, prévoient des anomalies positives de température, donc plutôt un été assez chaud. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, évidemment, avec tout l'arsenal d'outils qu'on a, de se climatiser, de protéger les vieilles personnes, de s'hydrater, etc. Mais on ne fait ça que devant le fait accompli. Et la troisième option, c'est si on ne fait rien, c'est juste attendre que ça passe, mais ça peut encore durer très longtemps. Une dernière question, Pascal Mormal, sur ces modèles de prévision, pas à très long terme, mais là, pour les prochains mois, je sais que les météorologues manipulent ça avec beaucoup de précautions, parce que c'est pas toujours très précis, on a souvent des surprises. Mais en effet, les modèles actuels, comme vient de le dire François Massonnet, prévoient plutôt un été chaud. Voilà, comme M. Massonnet l'a souligné, effectivement, ce sont des tendances de manière très générale, mais qui vont donner quand même une indication d'anomalie. Et ici, la plupart des modèles, voire tous les modèles, se rejoignent pour montrer une anomalie de température positive. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on aura un été très chaud, mais en tout cas, a priori, on aura un été plus chaud que la moyenne, encore une fois. Et donc, après, la nuance, c'est de voir à quel niveau, je dirais, d'écart de température par rapport à la moyenne cet été va se situer. C'est ça, parce qu'on pourrait passer de 15 à 30 degrés et avoir une moyenne qui ne soit pas nécessairement plus élevée que d'habitude, c'est ça que vous dites? Non, disons qu'on ne sait pas très bien justement le niveau d'intensité donc, de cet été, mais il sera probablement plus chaud que la moyenne. Ça, c'est pratiquement sûr en tout cas. Et sans doute plus chaud que l'été dernier. Oui, mais là, c'était vraiment un petit peu une exception, je dirais, dans l'autre sens. Dans le climat. Mais c'est aussi l'autre face d'une même pièce. Donc, c'est aussi un effet du dérèglement climatique. Les gens réagissent en disant, mais voyez, ils racontent n'importe quoi, le changement climatique, il pleut tout le temps. Mais non, ça fait partie du même schéma, en fait. Le dérèglement climatique est parfois un mot plus adapté que le réchauffement, même si réchauffement, dans un certain contexte, a du sens aussi. Merci en tout cas, Pascal Mormal. Merci François Massonnet d'être venu ce soir dans le studio de Déclic pour nous éclairer sur cette situation météo et climatique qui, évidemment, inquiète pas mal d'entre nous, même si, pour le moment, faut bien le dire, c'est sympa d'aller manger à midi en terrasse. Ça, c'est le côté positif, mais il y a beaucoup d'autres enjeux derrière tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. La première, Déclic. Et dans un instant, on va continuer à parler de ce thermomètre qui s'affole. On va partir en Inde dans notre rubrique Tout en monde. À New Delhi, on a dépassé les 49 degrés, record absolu pour la capitale de l'Inde.
Et à 18h41, on va faire un nouveau point mobile info avec Caroline Martin. Et avec toujours ces ralentissements au poste frontière à Anzy sur le 19 vers Valenciennes, vous perdez toujours une vingtaine de minutes. Toujours des ralentissements également sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure entre Krainem et Vilvoorde. Vous perdez 15 minutes partout ailleurs, entre 10 et 15 minutes également sur les différents tronçons du ring. Et puis du côté de la Petite Ceinture, ça coince toujours entre le tunnel Rogier et le tunnel Trône vers le midi, ainsi qu'entre le tunnel Louise et le tunnel Trône, direction Basilique. Dimanche dernier, le thermomètre a dépassé les 49 degrés à New Delhi, un record absolu pour la capitale de l'Inde. Ces dernières semaines, le nord de l'Inde et le Pakistan connaissent des canicules et des vagues de chaleur précoces répétées qui deviennent de plus en plus dangereuses pour la santé. Les plus pauvres sont évidemment les plus durement touchés car ils doivent survivre dans de petites maisons non ventilées qui se transforment régulièrement en étuves. Une ONG leur vient en aide en développant des méthodes de toits rafraîchissants. On va découvrir ça dans le reportage de Sébastien Farsi dans la ville d'Ahmedabad. C'est dans le nord-ouest de l'Inde. Chandrika Navinbhai Parmar habite avec 9 membres de sa famille dans un petit logement d'environ 20 mètres carrés situé dans le quartier populaire de Bhagwati Nagar à Ahmedabad. Les murs sont en briques et ciment et le toit en tôle d'amiante. Pendant la journée, Chandrika y confectionne habituellement des blouses sur sa machine à coudre. Mais depuis des semaines, c'est devenu intenable. Il fait environ 40 degrés à l'intérieur et la seule fenêtre apporte un air bouillant. Je ne peux travailler que le matin et le soir après 17h. La journée, il fait bien trop chaud. Donc cela réduit mes revenus. Nos 3 enfants sont aussi constamment malades à cause de cette chaleur. Ils vomissent, ils ont des diarrhées. Rien que ce matin, notre bébé d'1 an et demi est allé 5 fois aux toilettes. En ce jour de mai, la température est montée à près de 47 degrés dans cette ville du nord-ouest de l'Inde. Depuis plus d'1 mois, le thermomètre dépasse ici tous les jours les 40 degrés. En 2010, une canicule similaire avait causé plus de 1300 morts à Ahmedabad. Parmi ces victimes, la mère de Solanki Suresh, âgée de 73 ans, qui habitait dans un quartier adjacent. Elle était alors en bonne santé. La nuit, elle dormait dehors pour être au frais et elle s'est blessée. Elle a alors pris des médicaments qui ont fait augmenter la température de son corps. Avec la canicule, son corps n'a pas tenu et elle est morte en 2 jours. Ce mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré en Inde. Avril et mai battent également des records dans plusieurs villes. L'enfer du réchauffement climatique devient donc une réalité en Inde. Le gouvernement estime que les températures moyennes en Inde devraient augmenter de plus de 4 degrés en un siècle, soit un réchauffement 5 fois plus rapide qu'au siècle dernier. Les canicules sont à présent plus longues et intenses et les habitants des bidonvilles surpeuplés sont les plus durement touchés. À Ahmedabad, 2 millions de personnes habitent ainsi dans ces quartiers, soit près du tiers de la population de la ville. Une association appelée Mahila Housing Seva Trust les aide à rafraîchir leur maison à travers différentes techniques. La plus simple et la moins chère consiste à peindre les toits avec une peinture blanche spéciale qui réfléchit les rayons du soleil. Sureka Chaurasia Punambai vit, cuisine et travaille dans une petite pièce avec sa famille. Son toit est ainsi peint depuis 2 ans et son thermomètre lui montre la différence. Avant, la température montait à 45 degrés à l'intérieur. Maintenant, le maximum est de 42 la journée. Cela me permet de travailler 2 heures en plus. Je souffrais de vomissements et de diarrhée avant. Cela n'est plus le cas. Pour que la peinture demeure efficace, il faut juste nettoyer le toit régulièrement. Mahila Housing Seva Trust a ainsi aidé plus de 6800 foyers du nord de l'Inde depuis 12 ans, ce qui a été récompensé lors de la COP26 de novembre dernier à Glasgow. La municipalité d'Ahmedabad prévoit aussi de s'en inspirer et de peindre certains toits avec cette peinture réfléchissante. Toutefois, pour Bhavana Maharia, responsable du programme sur le changement climatique dans l'ONG, il faut maintenant aller plus loin.
Notre étude montre que les grands immeubles construits sous les programmes publics sont très énergivores. Les autorités doivent donc réintégrer les techniques traditionnelles qui réduisent la chaleur intérieure et peindre ces bâtiments avec une peinture réfléchissante, car la climatisation de ces immeubles émet beaucoup de chaleur et ce sont les pauvres qui souffrent de ce réchauffement. Ce problème devrait s'accentuer car l'Inde s'urbanise à grande vitesse. Chaque année, les villes indiennes accueillent 12 millions de personnes supplémentaires. Sébastien Farsi à Ahmedabad pour la RTBF. Voilà donc pour le reportage de notre correspondant dans le nord de l'Inde. Tout de suite dans la playlist de la première, un souvenir, Renaud et Axel Red avec Manhattan Kaboul. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre, deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Renaud et Axel Red avec Manhattan Kaboul. Le meilleur pour la fin. Et dans le meilleur pour la fin, ce mercredi, on a le grand plaisir d'accueillir Pascal Goffaut. Bonsoir Pascal. Bonsoir Julie. Vous venez ce soir avec un
coup de cœur, et vous m'avez dit c'est pas un mot en l'air, un vrai coup de cœur. Johan Cretén est un artiste belge, il est sculpteur, céramiste et il expose pour le moment son bestiaire, puisque c'est de ça dont il s'agit, à la piscine à Roubaix. Oui, alors c'est un musée qui s'appelle La Piscine. En fait, c'est une ancienne piscine art déco qui a été transformée en musée, un musée des beaux-arts et des arts appliqués. C'est vraiment magnifique. Parce que lieu magnifique qui vaut pour le lieu en tant que tel. On peut se déplacer uniquement pour voir le bassin de natation qui reste tel quel et qui accueille des sculptures, ou les petites cabines aux carreaux de faïence art déco qui sont aussi des espaces d'exposition. Donc Johan Cretén a donc à La Piscine une exposition temporaire, céramiste, sculpteur, belge. Il est né en 1963 à Tirlemont. Il a une reconnaissance vraiment internationale. C'est quelqu'un qui avait été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1996. Et puis il a beaucoup travaillé à Miami, au Mexique. Enfin, il expose un peu partout dans le monde. Et la toute première fois, je l'avais vu, enfin, je l'avais pas rencontré, mais j'avais vu une de ses sculptures. C'était à la Manufacture de Sèvres. Il présentait en 2008 un vase monumental qui faisait presque 2 mètres de hauteur, en céramique émaillée, donc décoré de fleurs en relief sur toutes les parois de ce vase qui avait été cuit dans un des fours de la Manufacture. Et ça a été vraiment un choc pour moi, parce que la matière était vivante. Les formes, les couleurs, les corolles, les pétales, le végétal, en fait, était vivant, quoi. C'était vraiment... la vie était présente. Et ça, Johan Cretén, il est avant tout sculpteur, en fait. Oui, parce qu'on dit céramiste et sculpteur, mais c'est vraiment quelqu'un qui a, on peut dire, installé la céramique dans les arts contemporains. Il illustre magistralement ce renouveau de la céramique, parce que c'est vrai que dans les années 80, elle était un peu décriée, parce que c'était une pratique qui était associée à la poterie, à l'artisanat. Alors il y a d'excellents potiers, d'excellents artisans bien sûr, mais qui réalisent des objets utilitaires, des bols, des vases, des assiettes. Bon, là, une sculpture de Johan Cretén n'a aucune fonction utilitaire. C'est un artiste, c'est un sculpteur, en fait, qui utilise la céramique comme médium. C'est ça. Alors venons-en à l'expo, puisque Johan Cretén est donc pour le moment exposé à La Piscine. Oui, le bestiaire. Bestiarium, un bestiaire de 17 sculptures. Donc, ce sont des animaux qui sont représentés d'une belle envergure, à peu près 1 mètre pour chaque sculpture. Toujours de la céramique émaillée. Et il s'est rappelé que gamin, il aimait beaucoup les fables de La Fontaine, les fables nordiques également. Il les aimait pas pour les morales, mais pour les caractères des animaux. Oui, et qu'on pouvait associer donc au caractère humain. Donc, c'est pas un sculpteur animalier, mais c'est quelqu'un qui jette des ponts finalement entre l'animal et l'humain. Il y a par exemple un hippocampe, l'hippocampe secret, c'est le titre, et c'est vrai que c'est un drôle de poisson. À chaque fois qu'on voit un hippocampe avec c'est très curieux quand on observe ça de près. D'anneaux osseux, avec également ce museau aspirateur qui lui permet d'aspirer le plancton. Et puis, il a une petite couronne sur la tête, et ça, je l'ai appris récemment. Chaque couronne est différente pour chaque individu. Alors c'est un peu finalement comme nos empreintes digitales. Donc ces animaux, dans l'esprit de Johan Cretén, ce sont des êtres, en fait, ce sont des individus comme vous et moi. Tous différents des uns des autres. Il y a aussi l'agneau. Oui, alors l'agneau que l'on égorge, et là il s'est rappelé un souvenir de son repas de communion. À la fin du repas de communion, on dégustait une glace, c'était l'agneau pascal. Avec le coulis rouge qui dégoulinait. Voilà, on tranchait la tête. J'ai eu le même. Ah oui, vous avez ce souvenir. Et donc, du corps coulait une confiture de fruits rouges. Voilà, un souvenir sanglant, mais qui l'a vraiment animé, parce que, là je le dis avec un sourire, mais c'est vrai que le bestiaire de Johan Cretén parle de nos vies, de nos combats, de nos fragilités, de nos conditions de mortels également. Il y a quelques animaux morts également qui sont représentés dans l'exposition. Il y a une araignée, il y a un chien mort et il y a une mouche. Elle se trouve sur le dos. Et si vous approchez, vous voyez qu'elle porte un masque buccal noir, parce que ces 17 sculptures, regardez, j'ai la chair de poule en parlant, ces 17 sculptures ont été réalisées pendant la pandémie, donc lors des 3 dernières années, où il y avait cette omniprésence de quelque chose qui nous menaçait
menaçaient, qui nous faisaient penser donc à notre fin. Et ces céramiques, étonnamment, pas la mouche, mais la plupart des céramiques ont des couleurs extrêmement vives, presque violentes, mais elles projettent quand même pas mal d'ombre par l'inquiétante étrangeté finalement de ce bestiaire, parce qu'on s'y retrouve finalement, on s'y projette un bestiaire tellement humain. Et en même temps, il y a cette transformation de la matière par l'épreuve du feu. Donc, on peut aussi y voir une promesse de renaissance. Ouais. Et vous nous avez apporté quelques images là en studio et c'est absolument somptueux, je trouve. On est très loin, en effet, des vases en céramique de mamie. C'est un bronze aussi monumental qui accueille le visiteur à l'extérieur du musée, une chauve-souris. Oui, et là, effectivement, là, c'est une sculpture en bronze et le visiteur peut l'escalader et se placer donc entre les ailes, dominer l'animal finalement. Mais là, il m'a avoué que cette sculpture, il l'avait réalisée avant la pandémie. Mais on ne peut que penser finalement au Covid. Expo, donc, le bestiaire de Johan Créten, c'est à la piscine à Roubaix et c'est jusqu'au 29 mai. Un livre catalogue a par ailleurs été édité chez Gallimard. Merci beaucoup Pascal Gauffo pour nous avoir présenté ce joli bestiaire ce soir. Merci à vous de choisir Déclic pour vous informer. Je vous souhaite une très agréable soirée. On se retrouve demain, 17h sur la première, 19h sur la 3 pour la version télévisée de Déclic. À demain. Ciao. La première. Météo. Le temps reste calme pour l'instant. Ce n'est que progressivement cette nuit que le ciel va devenir plus nuageux à partir du littoral, annonçant l'arrivée d'une zone pluvio-orageuse. Elle devrait toucher la côte vers 4-5 heures du matin et progresser petit à petit dans les terres. Pas de fraîcheur pour cette nuit. Les minima ne vont pas descendre au-dessous de 16 à 20 degrés. Demain jeudi, une journée agitée avec des averses qui seront régulières, qui vont concerner toutes les régions dès la fin de la matinée. Un risque orageux assez important. On pourrait donc localement avoir de fortes pluies, des rafales de vent, de la grêle aussi, une intense activité électrique, tout cela reste possible. En fin de journée, tout de même, ce sera plus calme à partir du bord de mer. Il fera chaud, il fera lourd ce jeudi avec à la côte 19 degrés, donc ça c'est supportable, mais ailleurs à nouveau de 22 jusqu'à 28 degrés. La première, les petits papiers. Le dimanche à 17h, un invité commente les mots qui lui sont proposés par Régine Dubois. Les petits papiers. Le dimanche de 17h à 18h sur La Première et quand vous voulez sur lapremière.be en podcast et sur Ovio.